le clairon. Alors, comme je le disais, il s'en est passé des choses pour l'Union européenne ces derniers jours. D'abord, vous l'avez suivi, Mario Draghi a remis un rapport sur la compétitivité de l'Union européenne lundi 9 septembre à la Commission européenne. Pour la première fois, je le cite, depuis la guerre froide, l'Europe doit faire appel à son instinct de survie. Ça va loin, hein. Alerte donc l'ex-président de la Banque centrale européenne. Il faut, je le cite encore, un investissement additionnel de 750 à 800 milliards d'euros par an dans l'économie de l'Union, faute de quoi celle-ci ne sera plus en mesure de garantir à ses citoyens la prospérité, la liberté, l'égalité, la paix, enfin tout ce que nous avons avec l'Union européenne, hein. La démocratie, la lutte contre le changement climatique, bien sûr. Voilà, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine encore, Thierry Breton, lundi, eh bien, vous savez, Thierry Breton, commissaire de l'Union européenne, poids européen, nous dit-on, annonce sa démission à effet immédiat. Il a claqué la porte. Voilà, et puis il a été remplacé par le très brillant Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères français, vous le savez. Et enfin, donc hier, Ursula von der Leyen, qui a été réélue présidente de la Commission européenne cet été, a dévoilé la composition et la structure de la nouvelle commission pendant une conférence des présidents à Strasbourg. Une composition, je vais juste donner un nom, qui est marquée par la vice-présidence de Raffaele Fitto, membre du gouvernement de Giorgia Meloni. Donc, certains disent que la commission vire à droite. Voilà. Mais évidemment, pour commenter tout cela, je suis très heureuse de recevoir Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président fondateur des Patriotes. Alors, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur ces 3 dernières actualités européennes. Ah oui, là, ça fait beaucoup. Oui. Sur le rapport Draghi, je dirais très, très peu de choses. La proposition centrale, c'est la dette commune. C'est la dette commune. Alors, heureusement pour nous, l'Allemagne est contre, parce que notre cher gouvernement macroniste est pour. La dernière fois qu'on l'a fait, là, c'est d'ailleurs la première fois qu'on l'a fait au niveau européen, c'était le plan Covid de juillet 2020. On y est toujours, hein. Ça s'est traduit pour nous par un engagement sur 80 milliards d'euros pour en récupérer au bout du compte 39 milliards, conditionnés en plus, par exemple, à la réforme des retraites et autres. Voilà, donc on donne 2 fois plus que ce qu'on reçoit et en plus, on est plus libre de nos politiques. Et c'est ça qu'on nous promet comme avenir. Je voudrais quand même noter au passage que si vraiment l'Europe en est à un point où c'est vital, elle est au instinct de survie quand même, ce sont des mots forts. Voilà, exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, instinct de survie, qui sont effectivement les mots utilisés dans le rapport. Je ne sais pas, les européistes devraient quand même donc s'interroger sur leur bilan. Oui. Parce que c'est eux qui sont aux manettes depuis plusieurs décennies et qui nous avaient promis la prospérité, la croissance, etc., grâce à l'Union européenne. Et là, ils nous disent qu'on est au bord de la catastrophe. Pourtant, on a appliqué exactement ce qu'ils recommandaient depuis des dizaines d'années. Donc, ça prouve que ces gens-là font fausse route, même s'ils ne le reconnaissent jamais, évidemment. Alors, sur la nouvelle commission, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe à ça. Hein. Oui, allez-y. Bon, je voulais un petit mot sur Thierry Breton aussi, mais vous peut-être après. Oui, c'est un peu lié d'ailleurs. Alors, Thierry Breton, il y a une double réflexion. Sur Thierry Breton lui-même, je ne le regretterai pas. On ne va pas le regretter. C'est un homme qui avait pris son poste très au sérieux. Il était en charge de l'application du règlement européen DSA, le règlement sur les services numériques, qui est un règlement de censure des réseaux sociaux. On se souvient de sa passe d'armes avec Elon Musk cet été, qui s'est fini par un chaos technique gagnant pour Elon Musk, puisque Breton a quand même été humilié publiquement et même déjà à l'époque désavoué par Ursula von der Leyen. Mais bon, c'était un censeur dans l'âme. Et donc, je suis plutôt ravi de son départ. Si jamais il est recasé au gouvernement Barnier, j'espère que ce sera un motif suffisant pour que les oppositions, RN et autres, le censurent immédiatement. Bon, on peut quand même espérer ça, même si j'en suis pas certain totalement. Pour le reste, mais si vous voulez, ça c'est l'aspect breton. Après, ce que ça veut dire quand même que un sacré affaiblissement de la France. C'est quand même la première fois un président de Commission européenne impose à un président de la République française le choix du commissaire français, puisque Macron avait désigné officiellement par une lettre du 25 juillet Thierry Breton comme le candidat français. Donc c'est un désaveu contre Emmanuel Macron, mais en même temps c'est Thierry Breton qui le présente comme une volonté de partir et de claquer la porte.
Oui, parce qu'il n'a pas vraiment le choix, parce que Ursula von der Leyen a appelé Macron et lui a dit si vous gardez Breton, vous aurez un petit portefeuille, si vous prenez un autre, vous aurez un gros portefeuille. Et en réalité, Macron s'est fait aussi dominé par Ursula von der Leyen et ça montre l'état d'effondrement de notre souveraineté nationale. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on n'en a plus qu'un sur 27 de commissaires. Bon, de toute façon, après, il faut relativiser parce que vous savez, c'est la vidéo qui est ressortie de Michel Barnier quand il était commissaire européen, où il avait dit « J'ai prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national ». Oui, tout à fait. Donc, et c'est vrai, les commissaires des différents pays prêtent serment de ne pas défendre l'intérêt national. Ce qui est quand même en soi, quand on ose faire ça, prêter ce serment-là et le dire et s'en revendiquer ensuite, ça veut dire quand même qu'on n'a pas, on ne fait pas grand cas quand même de la défense de son propre pays. Enfin, je sais pas, moi, j'oserais jamais prononcer ce genre de phrase et encore moins prêter ce genre de serment en étant responsable politique, parce que c'est évidemment une véritable trahison contre son propre pays. Bref. Donc, tout ça démontre que la France… Et ça montre, pardon, mais vous le savez mieux que personne, mais ça montre que l'intérêt de l'Europe ne va pas dans le sens de l'intérêt national. Sinon, on pourrait travailler sur les deux plans. Exactement. On met donc en opposition l'intérêt national avec ce qui s'appelle l'intérêt général européen, ce qui prouve effectivement, vous avez raison, que l'intérêt général européen ne va pas dans le sens de l'intérêt national. Je dirais même, j'aurais même l'audace d'ajouter qu'il va la plupart du temps contre l'intérêt national, confère ce que nous vivons depuis de trop nombreuses années avec l'Union européenne, du point de vue économique, du point de vue agricole, du point de vue de la paix, du point de vue des libertés. Enfin, c'est massif. En tout point, nous sommes perdants du point de vue des finances publiques, etc., avec l'Union européenne. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est la nomination de cette nouvelle commission, puisqu'on la connaît maintenant. Bon, alors, en fait, ce qu'il faut d'abord dire, il y a pas mal de choses à dire, mais la première chose, c'est que c'est une commission de Ursula Boyes. Ce sont vraiment ce que les spécialistes de l'Union européenne appellent des yes men, beaucoup de men d'ailleurs, pas moins de femmes. Oui, elle avait promis pourtant la parité, mais bon. Ouais. Oui, alors elle accuse les États, mais bon, elle est à 40-60. Bon, enfin, de toute façon, un ou une Eurogaga, un ou une européiste, c'est pareil, hein, que ce soit un homme ou une femme, ça, à la fin, c'est la même chose. Mais en tout cas, c'est une commission qui consacre vraiment la primauté d'Ursula von der Leyen, qui vraiment se voit de plus en plus comme la reine d'Europe. Voilà, c'est vraiment, elle voulait avoir une commission à sa main, elle l'a. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle Pourquoi vous pensez qu'elle est particulièrement à sa main ? Parce que tous les noms qui ont été annoncés sont des gens qui ne lui feront pas d'ombre. Parce qu'en plus, elle a organisé les choses. C'était expliqué ce matin dans des articles. Elle a créé des vice-présidences avec des portefeuilles croisés. Donc, il y a des commissaires qui dépendent d'autres commissaires. Mais en réalité, donc, tout ça, ces gens s'annulent. Divisé pour mieux régner et pour pouvoir jouer entre les ministères. Enfin, c'est exactement ça. Ces gens s'annulent. Et en fait, à la fin, vous ne retenez qu'une seule tête et qu'un seul pouvoir, d'autant qu'elle en a son deuxième mandat, donc elle est plus connue que les autres, c'est Ursula von der Leyen. Mais ça, on avait compris cette dérive. On avait compris qu'elle se prenait de plus en plus pour la Kaiserin d'Europe. Et c'était assez évident. Et là, vraiment, elle a sa commission à sa main. Les États n'ont quasiment pas eu leur mot à dire. Ce qui montre d'ailleurs qu'elle envisage ça un peu comme un gouvernement, où elle aurait choisi ses ministres. Ce qui montre que dans son esprit, l'Union européenne, de plus en plus, est un État. Et non pas une organisation internationale, etc. Et ça témoigne de cette dérive vers ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un État européen avec une commission qui deviendrait un gouvernement, etc. etc. Est-ce que dans son discours ou dans les annonces, vous avez également entendu des choses qui pourraient aller dans ce sens-là, de toujours plus d'États et moins d'États-nations ? Oui, alors, juste, oui, tout à fait. Par exemple, elle avait promis un commissaire à la défense. Et il y a effectivement un commissaire à la défense qui a été nommé, un ex-premier ministre lituanien qui est Andrius Kubilius. Je ne sais pas si je prononce bien le lituanien, mais Andrius Kubilius, il a été nommé pour la première fois donc commissaire à la défense. Alors c'est inquiétant parce que la défense, normalement, c'est vraiment très régalien, c'est vraiment l'État, c'est vraiment l'État-nation. Et en plus, Andrius, donc, il va être en charge notamment de l'industrie de défense. Alors, devinez quelle est la première industrie de défense du continent ? C'est la France. C'est l'industrie de défense française, qui est la deuxième du monde, derrière l'industrie américaine. Et il se trouve qu'on sait depuis quelques années qu'il y a un jeu de fusion, par exemple, pour faire l'avion du futur, le SCAF,
ou le char du futur, le MGCS. Il y a un jeu de fusion, notamment avec l'industrie allemande. Oui, c'est ça. Et ce qui est en fait une tentative d'accaparer l'industrie française et de couper là aussi les ailes à la France, qui ne serait plus autonome de ce point de vue ultra stratégique, qui en plus est pourvoyeur de beaucoup d'innovation, de recherche et d'emplois non délocalisables. Et sur le profil lituanien, il y a aussi ce côté, évidemment, j'imagine, de proximité et distance idéologique avec la Russie, qui fait qu'évidemment... Oui, exactement, Andrius Kubilius, bon, c'est les États baltes. Il va aller de pair avec la nouvelle représentante de la diplomatie européenne, entre guillemets, ce qui ne veut rien dire, enfin la haut représentante qui remplace l'ancien, qui sera l'Estonienne Kaja Kallas. Et en fait, les deux sont des hystériques anti-russes. On ne peut pas sur le continent trouver plus hystériques anti-russes. Par exemple, Andrius Kubilius, il a fait passer une résolution en 2022 qui qualifie la Russie d'État terroriste. Donc ensuite, allez négocier quand vous avez qualifié un pays d'État terroriste, qui demande à ce qu'il y ait une intervention pour un changement de régime, pour un régime plus européen en Russie. Donc ce qui veut dire un renversement de Poutine, un coup d'État. Enfin, donc c'est quand même, ça va très très loin, et qui a même demandé à un moment, fin 2022, la rupture des relations diplomatiques avec la Russie. Ce qu'on n'a pas fait officiellement. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la main de l'OTAN, qui est très anti-russe. Kaja Kallas, en charge de la diplomatie, entre guillemets, l'estonienne, c'est exactement du même tonneau, même si son mari, il y a eu un scandale dans son pays, en Estonie, fait des affaires avec la Russie. Hein. Enfin, ça, au passage, on a l'habitude avec l'Union européenne. Le mari d'Ursula, par exemple, oui. Oui, les maris, souvent, les maris font des affaires pendant que... Bon, certains prennent des lois. Mais ce qu'il faut noter, c'est Le Monde. Alors, allez lire Le Monde ce matin sur l'article sur la Commission, parce que même Le Monde écrit, je cite, ils sont dans la main des États-Unis, critique un haut fonctionnaire européen. En parlant de ces deux-là, la défense et la diplomatie. C'est intéressant. En fait, ce sont deux États baltes, enfin deux représentants des États baltes, donc on sait qu'ils sont effectivement extrêmement liés à Washington. Oui. Et c'est très, très gênant pour nous, parce que ça veut dire la diplomatie et l'industrie de défense. Or, qui voit la France comme un gros concurrent pour la vente d'armes, l'industrie de défense ? Les Américains. Les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de neutraliser la base de défense, l'industrie de défense française. Et là, ils vont avoir un commissaire à leur main, un nouveau commissaire qui n'existait pas avant, avec ce lituanien. Donc, on est vraiment dans un truc. Alors, oui, c'est toujours à deux étages. C'est-à-dire, vous avez d'abord une domination allemande, avec Ursula von der Leyen, avec le règne du PPE. Le PPE, ce Parti populaire européen, qui est le plus gros parti du Parlement européen, qui est un parti largement dominé par la CDU allemande. Donc, qui est vraiment, quand le PPE domine, on sait que c'est l'Allemagne qui domine. Mais en fait, le deuxième étage de la fusée, c'est qu'en fait, comme toujours dans l'histoire de l'Union européenne, mais là, c'est de plus en plus visible, derrière ça, vous avez la puissance américaine. Et donc, cette commission, elle traduit mieux que jamais cette mainmise, cette double mainmise allemande, germano-américaine en quelque sorte, allemande et américaine sur l'Union européenne, dans des domaines de plus en plus stratégiques, et l'effacement total de la France et de la souveraineté nationale française. Ouais. C'est vraiment ça que traduit cette Commission européenne. C'est très clair, Florian Philippot. Je voudrais vous faire réagir rapidement quand on retourne un petit peu à la France et aux intérêts nationaux directs, qui ne sont pas non plus en grande forme. Hier, nous avons vu Charles de Courson, rapporteur général du budget, dénoncer un déni de droit au Parlement, car ils n'ont pas, avec Éric Coquerel, pu obtenir les lettres plafond. Je vous propose d'écouter l'extrait, j'aimerais bien que vous réagissiez à cela. On ne peut pas lâcher sur des droits constitutionnels du Parlement. Le secrétaire général du gouvernement nous a parlé de la séparation des pouvoirs. Ben oui, la séparation des pouvoirs, c'est de ne pas refuser au législatif les moyens d'exercer son pouvoir, parce que c'est nous qui votons la loi de finances. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les ministres, c'est les députés de la République française qui votent le Parlement. Donc, c'est une question fondamentale sur les droits du Parlement, sur lesquels on ne peut pas caler. Sinon, on ressortira ce précédent à tous nos collègues rapporteurs spéciaux qui, quand ils vont dans un ministère pour avoir des documents, vont dire « ben non, c'est non communicable ». C'est pas possible. Voilà l'enjeu. Oui, je rappelle que donc ils étaient venus chercher à Matignon les lettres plafond, qui sont les documents préparatoires au projet de loi de finances, qui déjà lui-même est très en retard. Le calendrier budgétaire est très en retard. Donc voilà en effet l'enjeu. Florian Philippot, est-ce que vous voulez bien réagir à cela ? Oui, aucune loi n'est respectée sur la préparation du budget 2025, puisque
Ces lettres devaient être remises le 15 juillet. Elles ne le sont toujours pas. Barnier a déjà annoncé, c'est une première dans toute l'histoire de la Ve République, que la date du 1er octobre pour le dépôt du projet de loi de finances au Parlement ne serait pas respectée. Donc la loi organique est violée. Bon, enfin, vous savez, on n'est plus dans un état de droit, on est dans une république bananière. Donc plus aucune règle n'est respectée, même les règles constitutionnelles ne le sont plus. Voilà, le but, c'est qu'à la fin, on va nous pondre un budget d'hyper-austérité qui aura été négocié avec Bruxelles directement, parce que c'est ça qui est en train de se faire en réalité. Macron n'a fait que gagner du temps en nommant très tardivement un Premier ministre, et maintenant, vous avez vu qu'il regagne du temps en nommant très tardivement un gouvernement pour en fait rendre inéluctable ce budget, l'espèce de coup de force. Alors moi, j'ai envie de dire, je comprends l'indignation de Charles de Courson, mais donc, la conséquence, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Il y a une motion de destitution d'Emmanuel Macron qui arrive au Parlement. Oui. Elle va passer en plénière parce qu'elle a franchi l'étape du bureau de l'Assemblée nationale, donc on est sûr qu'il y aura un vote en plénière. Il la vote. Il vient de dire lui-même que la séparation des pouvoirs et la Constitution ne sont pas respectées. Il y a justement un article 68 de la Constitution qui prévoit la destitution quand il y a manquement au devoir constitutionnel. On y est bien. Donc il faut voter la destitution. Sauf que là, on sait bien qu'ils ne vont pas le faire. J'ai cru comprendre qu'ils ne le feraient pas. Alors moi, je dis quoi ? C'est du cinéma. Devant les caméras, on fait semblant d'aller chercher un document qu'on ne récupère pas, on s'indigne, puis on rentre à la maison et on ne fait rien. Il faut arrêter tout ça. Il faut être conséquent derrière. Il faut voter motion de censure et destitution. C'est évident. On en est à un point où on n'a même pas à réfléchir à ça. On doit le faire automatiquement. J'ajoute juste un petit point, j'avais oublié sur la Commission européenne dans la galerie des horreurs. Le nouveau commissaire à l'agriculture, c'est un luxembourgeois, Christophe Hansen. C'est un des plus grands partisans du traité de libre-échange avec le Mercosur. D'accord. Il a été justement nommé à l'agriculture, donc c'est un signal extrêmement clair là aussi. Pour les agriculteurs. Pour ceux qui n'avaient pas compris. En 2023, il a fait une lettre ouverte le 28 avril 2023, vous la retrouverez en ligne, dans laquelle il demandait l'adoption d'urgence de ce traité de libre-échange avec le Mercosur. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Florian Philippot. Tiens, on préviendra nos amis agriculteurs. On leur demandera comment ils réagissent à ce commissaire. Merci encore. Je rappelle que vous êtes président et fondateur des Patriotes. Merci à vous tous également.